veux vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, Yvan Tchotourian, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université Laval, qui est également co-directeur du Centre d'études en droit économique, nouvellement membre de l'Institut d'éthique appliquée. Il a même gentiment accepté cet hiver de prendre l'intérim de la responsabilité de notre axe de recherche en justice et droit. Nous le remercions. Je suis avec lui là, au local de l'Institut d'éthique appliquée d'ailleurs, et espérons-le bientôt sur votre écran. Donc, outre ces titres, je pense qu'il est essentiel d'insister sur le fait que notre conférencier d'aujourd'hui a déjà une œuvre importante, plusieurs articles, chapitres, mais surtout plusieurs livres à son actif sur la question des entreprises, de leur gouvernance, de leur responsabilité sociale, beaucoup. Et maintenant, surtout dans le cas de ces recherches actuelles, sur leur mission. Et c'est d'ailleurs ce qu'il nous présentera. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick, pour cette présentation fort élogieuse. Et bonjour à tout le monde pour cette activité. Alors, j'ai constaté dans la programmation de l'IDEA que j'étais le premier de l'année 2022, sauf erreur de ma part. Et ça n'a rien à voir avec mon titre de directeur intérimaire de l'Axe, mais en tous les cas, merci de l'invitation des membres de l'Institut. Puis merci de me permettre de présenter avec vous un aspect effectivement peut-être peu exploré ou qui, lorsqu'il est connu, n'est pas toujours très bien compris, notamment de la part des juristes, mais pas seulement. Je voudrais vous présenter des réflexions sur effectivement la mission et la raison d'être de l'entreprise, définir un petit peu ces notions, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça change, notamment en se posant la question, est-ce que, je dirais, grâce à ces notions, est-ce que l'on peut espérer un comportement plus responsable, d'ailleurs sur tous les plans, des entreprises? C'est un peu les questionnements que je vais partager avec vous, bien entendu, en vous présentant déjà les notions, en partant de la base, et puis ensuite en vous partageant peut-être des réflexions un petit peu plus profondes sur ces questionnements. Et je vais partager avec vous mon diaporama. Le voilà. Vous voyez, quand la technologie fonctionne, c'est formidable. Et Patrick, tu me diras si on voit bien à l'écran. Est-ce que c'est tout bon? Alors, parfait. Alors, je vous propose, sans plus tarder, de rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Avec, comme vous le voyez, une mise en perspective, se poser la question du pourquoi maintenant? Pourquoi cette question-là maintenant? Pourquoi est-ce qu'il y a une quinzaine d'années, on va dire dans le domaine notamment juridique, mais pas seulement, dans le domaine également qui intéresse la responsabilité sociale des entreprises, pourquoi est-ce que cette question-là n'était pas vraiment abordée? Voir quelques définitions ensemble, de quoi parle-t-on? Et puis finalement, envisager aussi bien les apports de ces notions que les doutes. Ici, et sans doute ne pas tomber dans une espèce de mirage ou de séduction hâtive, et quelques mots de conclusion pour bien entendu ouvrir le débat ici relativement à la mission, à la raison d'être, mais finalement ouvrir le débat aussi avec la salle. On avait discuté avec Patrick, j'espère qu'il y aura des questions, je les prendrai avec grand plaisir. Et surtout, n'hésitez pas, même si éventuellement c'est pendant la présentation, Patrick, je pense, va très bien assumer sa présence. Si tu vois une ou deux questions qui méritent, je m'interromprai et j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que j'ai conçu aussi le diaporama pour que ce soit un petit peu dynamique avec vous. Alors, sans plus attendre, allons-y. Alors, tout d'abord, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est en pleine effervescence. C'est une belle actualité lorsque l'on parle de mission et de raison d'être. Pour ceux qui s'intéressent à la lecture anglo-saxonne, on va parler de purpose, on va parler de mission driven corporation. Ces notions-là, on les voit depuis maintenant quelques années très présentes dans la littérature. Dans la littérature, bien entendu, des sciences de l'administration, mais parce qu'il y a déjà un passé. Lorsqu'on fait de la stratégie d'entreprise, on connaît la mission. Par contre, dès lors que l'on sort de la stratégie, que l'on va dans d'autres domaines, la mission, raison d'être, deviennent des notions beaucoup plus, je dirais, entourées d'un certain brouillard ici.
Alors, sans compter, vous voyez qu'en plus de ces actualités que je vous partage, hein, qui sont simplement des ouvrages, les articles académiques commencent également à être en nombre, mais restent quand même limités. Vous voyez quand même beaucoup d'ouvrages, aussi bien d'ailleurs en langue française qu'en langue anglaise. Hein. Vous voyez les thèmes purpose, corporation, entreprise à mission, raison d'être, entreprise responsable. On voit les liens ici qui apparaissent. Je vous ai mis également le dernier Colin Mayer, Prosperity, qui a fait l'objet d'un certain nombre de commentaires, qui a propulsé un petit peu la question encore davantage qu'elle n'était, ne serait-ce qu'en raison de l'auteur et de son université d'appartenance. Mais à cela, il faut rajouter également que sur cette thématique, vous avez eu des lois qui ont été adoptées, notamment la loi Pacte en France, qui est très récente. Alors, c'est quand même un mouvement intéressant. Vous avez des discussions au niveau des instances de l'Union européenne qui sont en cours, notamment parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la France a pris la présidence de l'Union européenne et un des objectifs de la France, parce que je participe un petit peu au mouvement un petit peu de réflexion modestement, mais je vois ça de l'autre côté de l'Atlantique, mais la France a pris la présidence et dans un de ses objectifs, ça va être de pousser peut-être un nouveau modèle, un modèle d'entreprise à mission, rendre les entreprises plus responsables, notamment parce qu'elle a déjà adopté la loi Pacte. Et puis aussi parce que, vous le savez peut-être, la loi sur le devoir de vigilance est arrivée et il y a eu un certain nombre d'évolutions intéressantes. En tous les cas, il y a eu du mouvement législatif et il y a des prises de position fortes. Peut-être avez-vous entendu parler du Business Roundtable américain qui réunit les 182 présidents d'entreprises les plus grandes aux États-Unis qui ont pris une position forte à la fin de l'été 2019, qui ont rappelé la nécessité d'un capitalisme que l'on appelle un capitalisme des parties prenantes. Et également, il ne faut pas oublier dans toutes ces réflexions, pour ceux et celles qui le connaissent, mais vous avez forcément dû en entendre parler, Larry Fink. Larry Fink qui dirige le plus gros fonds d'investissement au monde, hein, BlackRock. Et Larry Fink, depuis 2018, a pris un certain nombre de positions en faveur, notamment de la raison d'être. Hein. Je vous les ai remis ici. Vous voyez en 2018, hein, l'idée de social purpose, hein, l'idée du lien avec une contribution positive à la société, l'a rappelé. Ici, l'importance d'avoir une raison d'être. En 2019, il est revenu à la charge. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait le lien avec le profit, en disant que finalement, la raison d'être n'est pas seulement la course au profit, mais, voyez, peut être un moyen d'atteindre le profit, et que quelque part, profit et purpose ne sont peut-être pas si antinomiques que ça. On va y revenir parce que c'est un sujet de discussion. Et tout récemment, janvier 2022, je regardais sa dernière lettre, et vous voyez qu'il est revenu encore une fois sur le purpose, plus discrètement. On s'entend, il y a beaucoup d'autres choses dans la lettre 2022, mais vous voyez là, on met l'idée de travailler en étroite collaboration, finalement, d'avoir des relations dès lors que l'on est une entreprise avec les parties prenantes, sachant que l'objectif, bien entendu, c'est un succès à long terme de l'entreprise. Donc, on le sait, quand Larry Fink parle, c'est relayé dans toutes les sphères d'affaires du monde. Donc, c'est quand même pas anecdotique qui parle de cette raison d'être ici. Sachant, et je vous l'ai mis comme effet un petit peu spécial, mais je pense effectivement qu'il ne faut pas oublier que sans doute dans le domaine de l'entreprise, notamment de l'entreprise responsable, quand on essaye de penser, je dirais, au long terme, quand on essaye de penser ici à une entreprise peut-être de nouvelle génération, il ne faut pas oublier qu'une partie du changement va passer par la finance et par le financement. On ne peut pas parler d'entreprise responsable si on ne parle pas minimalement de marché, sans être vulgaire dans le mot, mais simplement penser aux instruments de marché, aux normes de marché, parce que les financiers vont avoir une influence pour soutenir certains modèles d'affaires. Alors, je reviendrai sur cette question. Si je continue dans ma mise en perspective, mais quand on réfléchit finalement sur la raison d'être, sur la mission, ce n'est que faire écho à un certain nombre de nouvelles entreprises que l'on voit apparaître. On le voit également dans la littérature, qu'elle soit des sciences d'administration, gestionnaire ou même ailleurs. Hein. Vous avez sans doute tous vu des ouvrages sur l'entreprise conciliatrice, contributive, inclusive, résiliente. Hein. Depuis un temps, on voit le mot résilience apparaître partout. Et moi, je dirais, si on remonte un petit peu plus dans le temps, l'entreprise politique. Hein, on le sait bien qu'aujourd'hui, les entreprises exercent un rôle politique, c'est documenté quelque part. On a vu ce lien entre économie et politique ici. Donc,
différentes entreprises qui émergent, qui sont aujourd'hui présentes. Sachant que derrière tout cela, c'est un mouvement qui est sans doute là pour rester, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on ait des doutes. Pourquoi ? Parce que très nettement, et on va voir le lien entre raison d'être, mission et je dirais comportement responsable et responsabilité sociale, c'est que c'est une réponse ou c'est une réflexion pour essayer d'apporter une réponse à l'irresponsabilité. Et je ne le dis pas qu'en termes juridiques, je parle d'irresponsabilité au sens général des entreprises. Avec l'idée que peut-être, avec la raison d'être et la mission, on travaille sur une approche qui n'est peut-être pas réactive, mais on est sur une approche davantage anticipative, où on va essayer peut-être, et je le dis avec une certaine prudence, mais de gérer les risques liés justement à un comportement irresponsable. On est dans une anticipation effectivement sociale ou sociétale ici, et qui est intéressant à soulever, parce qu'effectivement, cette question-là, je crois qu'elle est faite malheureusement pour rester. Regardez d'ailleurs, voilà, vous voyez la France, même avec sa loi PACTE, continue, veut pousser le déploiement des entreprises responsables en France. C'est un vœu du ministre, mais on voit bien, il y a toute une espèce de structuration qui est en place pour propulser les entreprises responsables, sachant également que derrière mission, raison d'être, c'est la question qui se joue, c'est celle de l'innovation. Et c'est une innovation pour les juristes. C'est assez rare qu'on puisse le signaler, parce que c'est une innovation qui vient bousculer les fondamentaux. Toute personne qui s'intéresse à l'entreprise, notamment avec le regard d'un juriste ou de quelques connaissances de juriste, et d'ailleurs peut-être quand vous avez vu le thème de ma présentation, vous avez dit que mes missions, je connais, c'est l'objet social. Mais non, on va voir ensemble que c'est venu bouleverser un peu les fondamentaux. Où on situe l'objet social, la mission, la raison d'être, l'intérêt social, et le fameux affectio societatis, pour ceux qui s'y intéressent, c'est cette fameuse volonté de partager une aventure entrepreneuriale, de prendre des risques, de s'investir dans un projet ici. Et d'ailleurs, vous voyez, les mots sont importants. J'utilise déjà le mot de projet, parce qu'on a vu derrière mission, raison d'être, quelque chose apparaître qui a été réactivé, qui était l'idée du projet d'entreprise. Et on va voir pourquoi on l'a oublié pendant un temps. Et bien entendu, également, ce qui est interpellé dans le cadre de cette, je dirais, de ces fondamentaux, c'est aussi la structure lucrative traditionnelle, hein, la société par action, la corporation. Parce que, et on va le voir notamment avec la mission, on propose de nouvelles structures. Ce qui est intéressant, ce ne sont pas des structures qui appartiennent à l'économie, j'allais dire alternative, c'est-à-dire l'économie sociale ou solidaire, non. Ce sont des nouvelles structures qui viennent carrément heurter le modèle de la société par action et donner à la société par action une mission différente. Je ne dis pas que la société par action va abandonner sa mission lucrative, mais elle va devoir poursuivre sa mission lucrative avec d'autres missions parallèles et qui vont avoir une importance égale ici. Donc, on vient directement réfléchir au modèle même de l'entreprise lucrative ici, et c'est ça qui est également intéressant quand on pense à la mission. Bien entendu, ce qui est également intéressant derrière tout ça, c'est que ce sont véritablement des innovations, des nouveautés qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que la raison d'être? Qu'est-ce que la mission? Qu'est-ce que le projet d'entreprise? Qu'est-ce que l'on veut dire par là? Et surtout, comment bien les construire? Parce qu'on va voir qu'un des risques, bien entendu, de ces notions, c'est la fameuse apparence, c'est-à-dire le purpose washing, le mission washing, c'est-à-dire on affiche, mais on ne fait pas. Et on sait bien aussi que ces évolutions, quelque part, viennent être également une réponse à beaucoup d'autoréglementation, beaucoup de démarches volontaires des entreprises, qui ont montré quelque part, oui, des réussites, mais aussi, et ne nous en cachons pas, des échecs, des limites ici. Et on le sait qu'avec notamment la pandémie, on demande aux entreprises d'en faire plus. Et le temps n'est sans doute plus aujourd'hui aux demi-mesures, ni aux mesures simplement d'affichage ici. Et bien entendu, dans le cadre de mes réflexions avec vous, mais plus globalement, il faut savoir quelle place occupent aujourd'hui ces nouveautés, quel est leur rôle et quelle est leur utilité. Est-ce que véritablement, quand je parle de raison d'être, quand je dis mission, est-ce que je suis simplement sur un thème à la mode? Ou bien est-ce que je vais plus loin?
Est-ce que j'en parle parce que j'y crois? Est-ce que j'en parle parce que c'est porteur, quelque part, effectivement, d'un modèle d'entreprise différent ou susceptible de proposer des solutions différentes à ce qu'on demande aux entreprises aujourd'hui? Et vous voyez que le problème n'est sans doute pas récent, et je prenais ici un article juridique de Lynn Stout qui est décédé, mais qui a été une très belle porte-parole pour une vraie réflexion sur le droit des sociétés et de l'entreprise aux États-Unis. Et vous savez pourtant qu'une conception est très présente dans la lecture états-unienne. Mais Lynn Stout, qui a publié un certain nombre d'articles et de revues, vous voyez déjà en 2012 le corporate purpose. Pourtant, on était 10 ans. Finalement, hein, effectivement, Patrick, je n'y pensais plus, mais ça fait 10 ans. Cet article, vous voyez qu'elle était déjà sur cette thématique et faisait des liens avec des problématiques que le juriste connaît. Et vous allez voir, qui finalement parlent à beaucoup d'entre nous. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'IDEA propose une conférence sur la raison d'être et la mission? Pourquoi est-ce que finalement, on vient sur cette question lorsque l'on parle du monde des affaires? Mais tout simplement parce que il y a eu la pandémie, et il y a encore la pandémie. On en discutait il y a quelques minutes avec Patrick et la forme virtuelle de notre conférence, mais la pandémie a peut-être, et vous me pardonnerez, un effet positif. C'est que quelque part, la pandémie est venue interroger le rôle des entreprises, et notamment l'effet de les mettre en danger, l'effet de les mettre éventuellement, de les amener à disparaître, a fait réfléchir, mais finalement, à quoi sert l'entreprise? À quoi je sers également en tant qu'entrepreneur? Les salariés se sont posés également ce genre de questions. C'est bien que les salariés bougent. Aujourd'hui, ne reviennent pas, ont changé d'emploi, sont repartis dans les études. Et plus lointainement, finalement, la Covid et la pandémie sont venus ici sur un ancien débat. C'est la fameuse norme de primauté actionnariale. La fameuse shareholder value, c'est-à-dire finalement, est-ce que cette norme, parce que je parle bien de norme, une norme de gestion, une norme de comportement, une norme stratégique ici, est-ce que cette norme ici ne doit pas évoluer, ne doit pas être repensée? Il y avait déjà des travaux, on le sait depuis le début des années 2000, mais ces travaux, on sent bien qu'ils accélèrent, ils sont poussés par la pandémie, et on voit bien d'ailleurs, pour ceux et celles qui s'intéressent à l'actualité, les réactions acerbes qui ont eu lieu suite aux déclarations d'Air Canada sur les rémunérations de leurs hauts dirigeants l'année dernière, en 2021. En avril, déclaration faite qu'il y aurait une augmentation de rémunération, levée de bouclier de beaucoup de gens. J'étais étonnée de voir les réactions de la société civile et pas que des investisseurs, des gens qui se sont sortis heurtés, qui ont dit « mais attendez, on sort d'un contexte de pandémie, on est des salariés dans la souffrance ». Et on voit bien que cette question-là, aujourd'hui, est revenue dans l'actualité. Et pourquoi? Parce que depuis une dizaine d'années, et ça a été très bien documenté, mais aussi bien d'ailleurs par des travaux universitaires, mais également par des travaux parlementaires. Et c'est intéressant quand les parlementaires s'intéressent à une problématique, parce que ça veut dire que là, il y a une réflexion politique et peut-être des pistes de réforme. Cette réflexion, c'est quoi? C'est le court-termisme. C'est la constatation que beaucoup d'entreprises ont adopté un objectif que moi j'appelle restreint, un objectif très cadré ici, qui consistait à servir une performance financière, qui a finalement défini quoi? Défini les orientations de la gestion, les orientations de ce qu'on appelle également la gouvernance d'entreprise, avec finalement des entreprises qui sont quelque part et qui ont assumé, je le dis avec une certaine prudence, mais finalement, je dispose d'une liberté universitaire, une certaine irresponsabilité. D'ailleurs, certaines ont véritablement adopté des plans presque stratégiques d'irresponsabilité. Sur le plan fiscal, on pourrait parler tous ensemble de ce que l'on appelle d'un joli mot l'optimisation fiscale. Alors, c'est un joli mot pour cacher parfois des pratiques, pourrais-je dire, douteuses ou critiquables. Je ne dis pas que c'est nécessairement de l'évasion, mais on est sur de l'évitement. On sait bien qu'on a des questions ici qui se posent et qui sont intéressantes. Sur le plan social, on pourrait discuter ensemble des délocalisations. On pourrait discuter également, vous le savez très bien, de ces entreprises qui font produire à l'étranger avec des normes de droit du travail qui sont en dessous
ici de tout pour un coût de revient très, très bas. Et dès lors qu'il arrive une catastrophe, se pose la question de savoir ce que l'on fait des victimes. On a eu une belle décision ontarienne DAS qui a été rendue en 2018 sur la responsabilité de Loblaws dans le cas du Radaplana, avec des juges qui ont fermé la porte ici aux victimes sur un raisonnement qui est intéressant et qui vient sur la vigilance. Mais je pourrais bien entendu aller sur le plan éthique également. On sait bien qu'il y a un certain nombre de questionnements éthiques sur des décisions ou des comportements d'entreprise aujourd'hui. On les voit d'ailleurs documentés. Sur le plan, bien entendu, financier, sur le plan économique, des choix qui sont faits, qui demeurent très critiquables, notamment parce qu'ils sont actionnarios-centrés, ces choix-là, ici. Et ça a été très bien, encore une fois, documenté. Je vous ai mis l'ouvrage de Michel Aglietta et Antoine Ribérel, que je trouve toujours intéressant, datant de 2004, les dérives du capitalisme financier. En 2004, ça semblait nouveau. Aujourd'hui, ça semble être presque un classique, malheureusement, de la littérature. Pourquoi maintenant, finalement? Parce que si je reprends un peu une espèce de boucle, et pour réfléchir dans les grandes lignes, et j'ai caché le mot jusqu'à maintenant, parce qu'on a un mouvement de financiarisation ou de financiarisme, ou financialisme, disent certains. Moi, j'aime bien le mot financiarisation. Un mouvement, à mon sens, en 3 étapes. On a tout d'abord séparé la propriété et le contrôle, c'est-à-dire que les actionnaires ont abandonné leur gestion, et on le sait, ça s'est produit à partir des années 70, 80, l'ère managériale. Puis, autre mouvement qui s'est produit bien des années plus tard, les actionnaires ont abandonné leurs prérogatives et leurs responsabilités. Vous allez dire, mais abandonner, ici, M. Tchotoran, vous exagérez sans doute, mais pas vraiment. Ils ont confié finalement beaucoup de leurs prérogatives à des gestionnaires d'actifs. On sait bien qu'aujourd'hui, les actions ne sont plus détenues par un petit porteur, qui pourrait être peut-être moi ou Patrick à titre individuel. C'est détenu aujourd'hui par des fonds gigantesques, des fonds financiers, par des fonds également d'assurance, par des banques, ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. On a abandonné, on ne va plus aux assemblées. Qui a déjà lu des rapports d'entreprise, à part le professeur de droit des sociétés par action et gouvernance qui vous parle? Personne, j'en suis sûr, dans cette salle. Et vous inquiétez pas, parce que vous n'êtes pas les seuls. Et à cela, on rajoute un troisième mouvement, mais vous voyez, tout est complémentaire. C'est bien entendu l'émergence de ces acteurs financiers. C'est-à-dire que les gestionnaires d'actifs comme BlackRock ont pris une place considérable avec la problématique que ça a soulevée, c'est qu'ils se sont orientés sur un objectif qui est une recherche du profit. Et la boucle est bouclée, en quelque sorte. Vous avez une entreprise qui n'a donc au final qu'un objectif, un objectif de rentabilité financière. Bien entendu, le raisonnement est poussé à l'extrême, je vous le conseille, il y a des variations là-dessus, mais quand on y réfléchit, on a vu ce modèle. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, hier, la France, le CAC 40 publiait un peu ses résultats et on voyait que les sommes considérables qu'allaient affecter les entreprises du CAC 40, qui est le grand indice boursier français, à la distribution de dividendes ici. Donc, tout cela a été documenté, cette financiarisation. À quoi on est arrivé? Mais finalement, il y a une situation surprenante et ubuesque, c'est que les actionnaires se sont retrouvés contre les entreprises elles-mêmes, en demandant une rentabilité, en exigeant une rentabilité. C'est pour certaines entreprises venu heurter d'ailleurs leur pérennité ou mettre éventuellement en danger leur choix stratégique ici. Et on sait bien, et ce n'est pas à vous que je l'apprendrai qui êtes présent aujourd'hui, les politiques de rachat d'actions, elles n'ont jamais été aussi importantes depuis une dizaine d'années que ce financiarisme est arrivé. Pourquoi? Parce que le rachat d'actions vous permet de diminuer le nombre d'actions en circulation et c'est mécanique. Qu'est-ce que vous allez augmenter dès lors que vous versez des dividendes? Vous allez augmenter le montant de dividendes que vous allez pouvoir verser. Encore une fois, je résume dans les grandes lignes, mais l'idée est là. Et les actionnaires se sont également possiblement comportés contre les salariés. C'est un vieux débat, ici, la place des salariés. Mais c'est un débat capital contre travail qui, à mon sens, est revenu dans l'actualité. Et également contre les parties prenantes, puisque les choix qui ont parfois été faits par les entreprises sont venus directement déstabiliser les parties prenantes
des entreprises ici. Et on l'a vu parfois des hypothèses de délocalisation où les communautés se sont mis ensemble pour dire, mais écoutez, si l'entreprise part, c'est toute une communauté, c'est tout un village, c'est toute une ville que vous allez faire disparaître, parfois d'ailleurs pour des motivations, encore une fois, très contestables, pour des motivations financières. Alors vous voyez, ce qui est amusant, c'est ce mouvement d'entreprise contre les actionnaires ou d'actionnaires contre les entreprises, vraiment à l'extrême ici. Ce qu'on a constaté aussi, c'est davantage un peu sur le plan juridique, mais l'objet social a progressivement disparu du paysage juridique. On a libéralisé la constitution des grandes entreprises. 18e, 19e siècle, on contrôlait un petit peu leurs activités. Terminé, on a libéralisé. Place ici au développement économique, fin de ce qu'on appelle la doctrine de l'ultra-viresse du dépassement de pouvoir. C'est-à-dire que finalement, définir un objet ou une activité dans une entreprise précisément, faites penser à vos documents constitutifs d'une société par action, ça n'a plus aujourd'hui grand impact. On a instrumentalisé l'intérêt social. On n'a pas vu l'intérêt social comme étant l'intérêt de l'entreprise, mais plutôt comme étant l'intérêt des actionnaires, et notamment dès lors que les entreprises atteignaient une certaine taille, étaient confrontées aux logiques du marché. Parce que, et vous le savez aussi, dès lors que vous êtes confronté à une logique de marché, vous êtes confronté à une logique d'investisseur et plus à une logique de partie prenante. Et ça, c'est important et c'est ce qui montre les limites, quelque part également, de l'encadrement du droit des marchés, malgré toute sa bonne volonté à l'heure actuelle. On a créé un véritable mirage, le mirage du profit, c'est-à-dire que la rentabilité n'a plus été vue comme moyen terme ou long terme, la rentabilité a été vue à court terme. Et l'extrême de ça, vous le savez, ce sont les fonds d'investissement, les fonds spéculatifs, les hedge funds. Vous les voyez aujourd'hui intervenir en quelques microsecondes. En quelques microsecondes, ils rentrent dans le capital d'une entreprise, ils déstabilisent une entreprise, il reste quelques semaines, ils essayent d'en extraire le maximum de valeur et ils s'en vont. On a développé, vous voyez, ces passagers en quelque sorte clandestins ici. Et clairement, on a vu au final que la raison d'être des entreprises, même si on ne l'avait pas encore définie, mais quand on réfléchit bien à la raison d'être, n'a rien de nouveau. Nous, êtres humains, nous avons une raison d'être, une raison de vivre, les entreprises également. La raison d'être des entreprises a complètement disparu. Le profit est venu résumer la raison d'être. Et vous avez compris qu'aujourd'hui, les choses ont changé. On vient sur une réflexion sur le pourquoi. Qu'est-ce qui anime les fondateurs? Quels sont leurs motifs? Quelles sont leurs valeurs? Et on revient sur l'idée du projet entrepreneurial. On revient quelque part expliquer le rôle de l'entreprise dans la société. C'est ça la raison d'être. Et c'est même plus. Certains commentateurs le disent, c'est ce qu'elle aspire à être. C'est une visée aspirationnelle sur laquelle on reviendra. La mission, c'est davantage le quoi. La mission, c'est en quelque sorte pour certains uniquement le day-to-day, mais on voit des liens tout de même avec la raison d'être, notamment avec l'exemple français qui a décidé, avec une formule mathématique que j'ai résumée, raison d'être plus objectifs sociaux et environnementaux, le tout dans les statuts, égale l'entreprise à mission. Et pour certains d'ailleurs, la mission serait la raison d'être avec les engagements clairs que prend une entreprise. C'est-à-dire, c'est une raison d'être dotée de moyens. Et vous avez de travaux, vous voyez, qui ont été mis là-dessus avec ce petit schéma que je vous propose, voilà, le why, le how, le what, qui permettent un petit peu de s'y retrouver dans ces notions, des travaux portés notamment par Colin Mayer en Grande-Bretagne. Alors, pour être le plus clair possible, distinguez toujours raison d'être qui s'applique pour toutes les sociétés, par action grande, petite, moyenne, peu importe. Et clairement, cette raison d'être vient contrecarrer ce que moi, j'ai trouvé dans la littérature et que j'aime beaucoup, la raison d'avoir. Ou la raison d'avoir, quelque part, on le sait bien, c'est pour les actionnaires, c'est avoir ici des dividendes. Ce n'est pas ça la raison d'être, c'est tout autre chose. Distinguer ça de la mission. La mission, ici, va impliquer quelque chose, va impliquer de nouvelles structures ou alors de travailler avec d'anciennes structures, mais qu'on va faire certifier ou labelliser. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on travaille sur du matériel, je dirais, avec la mission déjà existant, etc., ou nouveau, alors que la raison d'être, vous voyez, on va être sur quelque chose qui est plus globalisant. Mais on va voir qu'il y a un lien, bien entendu, entre les deux. Ce lien, il est que quelque part, dans le modèle économique, vous essayez de faire
un objectif qui est économique, financier, si vous voulez. Je n'ose même plus utiliser le mot financier, j'ai peur que vous l'interpréteriez mal avec ce que je viens de vous dire, mais tout de même, d'un côté, un objectif financier, économique, mais aussi un objectif social, tout ça étant dans le même modèle. À mon sens, la première étape est la raison d'être, qui peut viser toute société, qui n'impose pas d'ailleurs nécessairement de tout revoir, de modifier toute la structure, de repartir avec du neuf. On va voir quand même que ça sous-entend un investissement. Et l'étape d'après, c'est la mission, où là, vous allez sur des nouvelles structures. Bon, on verra, vous pouvez travailler sur des structures anciennes, mais l'idée, c'est quand même une nouvelle structure avec ce qu'on appelle les sociétés à mission, les benefit corporations, les company interest, les contribution interest company, par exemple. Alors, vous voyez ce lien, ce continuum, en quelque sorte, je dirais, voyez ce que j'appelle, est tiré d'un ouvrage assez synthétique mais intéressant, cette matrice d'évolution ici. Sachant que l'idée sous-jacente, parce que là, vous pourriez vous dire, mais finalement, raison d'être, mission, en quoi ça a à voir avec le long terme? Quel est le lien avec la responsabilité sociale? Pourquoi on vient ici contrecarrer la tendance court-termiste? Parce qu'on renvoie au projet d'entreprise. Et toute la littérature le montre, le projet d'entreprise, c'est un projet à long terme. C'est inscrire l'entreprise dans une démarche de long terme. Et avec ces notions de mission, de raison d'être, on vient aussi aligner quelque chose, aligner la vision, la mission, les valeurs, la stratégie, également tous les indicateurs. C'est-à-dire qu'on construit une entreprise qui, effectivement, va s'orienter clairement dans une démarche de long terme et où tous les acteurs ici sont engagés dans cette démarche de long terme. Alors, quels sont les apports? Quel est, je dirais, l'aspect positif d'une raison d'être, d'une mission? En quoi est-ce qu'on dépasse finalement la simple apparence? En quoi est-ce qu'on voit une plus-value ici? Tout d'abord, le levier de réputation. Mission, raison d'être sont des notions qui sont capables de jouer sur une norme intéressante quand on parle d'entreprise responsable, socialement responsable, d'entreprise de nouvelle génération, peu importe le mot. Mais dès lors que l'on est sur ce type d'entreprise, on sait que la réputation est une norme particulièrement importante qui permet d'encadrer ici les entreprises et pour lesquelles les entreprises sont prêtes quelque part à faire des efforts. Certaines études montrent qu'aujourd'hui, le principal actif d'une entreprise, c'est la réputation ici. Bien entendu, la raison d'être, la mission, viennent également influer sur la norme de gestion. Notamment, pensez aux dirigeants, à la direction. On sait qu'ils ont parfois des choix complexes, difficiles à faire, des contradictions également qu'ils doivent ici résoudre. La raison et la mission d'être, la raison d'être et la mission viennent ici définir une norme de gestion clairement orientée en faveur d'une démarche sur le long terme, ouverte aux parties prenantes. Également, raison d'être, mission, notamment dans les évolutions législatives des lois qui ont eu lieu, comme je vous disais alors en France pour la société à mission, on pourrait parler au Canada pour la Colombie-Britannique avec de nouvelles structures, aux États-Unis également avec les Benefit Corporation, mais également dans d'autres pays. Mais c'est que quelque part, la raison d'être et la mission, potentiellement, deviennent une source de responsabilité juridique. Avec la question, qu'est-ce qui se passe si un dirigeant ne tient pas compte de la raison d'être? Qu'est-ce qui se passe si un dirigeant ne tient pas compte de la mission qu'on s'est donnée? Et là, il faut dire que c'est un point, je dirais c'est une zone grise quelque part des juristes parce que aujourd'hui, s'il y a une question juridique qui est particulièrement importante, c'est celle-ci. C'est de savoir si oui ou non il y a une source de responsabilité. Et quand on regarde un petit peu, on voit bien que oui, il y a quelque chose ici qui est intéressant, qui va être quelque part une contrainte supplémentaire. Bien entendu, raison d'être mission, le potentiel d'aider à la gestion des risques. On le sait que les problématiques touchant la responsabilité sociale des entreprises sont des risques, et même financiers. On le sait. D'ailleurs, si on fait de plus en plus de place à l'information non financière de la part des grandes entreprises, c'est qu'à un moment donné, on a besoin d'en savoir plus sur l'impact potentiel des activités. Et on se rend compte que tous les chiffres ne reflètent pas l'impact d'une activité d'une entreprise. Donc, ça va aider ici à la gestion des risques, sachant que c'est également un moyen de dépasser la simple conformité. Et ça, je vais en reparler du managérialisme en ce domaine-là. N'oublions pas que c'est un cadre pour les décisions, c'est en quelque sorte un garde-fou qui va être également intéressant ici.
De manière plus globale, à l'heure où on parle d'un capitalisme responsable, c'est peut-être effectivement un instrument intéressant pour être un contrepoids au court-termisme. C'est également, et c'est de plus en plus documenté, un outil de compromis vis-à-vis des parties prenantes. Parce qu'on se rend compte que malgré toute la bonne volonté des entreprises, elles ont du mal à intégrer les parties prenantes dans leur gouvernance. Pensez par exemple aux salariés, mais pas seulement. Et on voit qu'avec certains modèles, par exemple, d'entreprises à mission, on fait place à des comités de parties prenantes ici. Et on voit aussi que pour les entreprises qui ne choisissent pas nécessairement de changer leur structure, mais qui ont défini une mission, par exemple les grandes entreprises canadiennes, un certain nombre d'entre elles ont un comité de mission, par exemple. Donc, c'est intéressant ici à souligner. Alors, à mon sens, vous voyez, les apports sont également sur la gouvernance d'entreprise en général. Vous allez pouvoir faire évoluer vos pratiques en associant plus étroitement les acteurs, salariés notamment, mais d'autres parties prenantes également. Vous allez faire évoluer vos structures de gouvernance, notamment le travail du conseil d'administration change. Il va travailler beaucoup plus avec l'assemblée annuelle. Il va créer peut-être de nouveaux comités. Vous êtes en train de faire évoluer votre structure de gouvernance. Vous quittez le modèle traditionnel que l'on connaissait, vous savez, dans une logique économique. Les actionnaires vont déléguer à un conseil d'administration qui va nommer des dirigeants. Le conseil d'administration va avoir alors un rôle de surveillance dans une conception très disciplinaire des choses. On n'en est plus nécessairement ici. Et vous voyez qu'il va y avoir complémentairement à ça une évolution des mécanismes externes. Pensez au marché, aux médias, on va revoir la performance, on va revoir les critères d'évaluation, on va penser à l'investissement responsable, au financement ici. Donc, 3 types d'évolutions qui effectivement viennent quelque part repenser la gouvernance des entreprises poussées par la raison d'être et la mission. Vous voyez, je trouvais intéressant cet article du Monde. Bon, j'ai repris dans une compilation qui avait été faite par les auteurs, mais le titre, il faut ôter aux actionnaires la responsabilité de la conduite du pacte social. Vous voyez que vous repensez l'idée qui est la base, que vous avez investi, vous confiez au conseil, mais c'est vous qui êtes le bénéficiaire en bout de ligne. Vous savez, on va dire que les actionnaires sont propriétaires. On sait que juridiquement c'est faux, mais c'est un mythe qui a la vie dure. Toutefois, je ne pourrais pas taire les doutes et les réserves. Et je pense que mon rôle d'universitaire est aussi de les présenter et puis pour avoir la vision la plus objective possible. Déjà, ça doit surprendre qu'on ait cette idée d'une contrainte facultative. Parce que oui, c'est une contrainte, mais c'est une contrainte qui, pour l'essentiel, est facultative. Aucune entreprise n'est obligée d'avoir une raison d'être. Des entreprises peuvent choisir une mission également, c'est possible. Là où ça devient plus contraignant, c'est si je change ma structure ou si je choisis une nouvelle en devenant une entreprise à mission. OK. Mais hormis ça, c'est du facultatif et certains disent oui, mais c'est du facultatif, mais qui est quand même contraignant. Oui, attention, on va le voir, c'est de la contrainte, mais de la contrainte qui n'est pas juridique. C'est de la contrainte sur votre modèle économique, sur vos activités. C'est là quand même où ça devient intéressant. Autre chose, et là j'interpelle mes collègues peut-être davantage philosophes parce que j'ai mes limites, mais je trouve la question éminemment intéressante. Une raison d'être. Quand on réfléchit bien, c'est un être vivant. Donc on fait de l'entreprise un être vivant. La question, c'est est-ce qu'on peut assimiler totalement l'entreprise à un être vivant? On sait bien que ça soulève des questionnements profonds. On le sait notamment pour les chartes de droits et libertés aux États-Unis. C'est beaucoup de questionnements. Est-ce que les entreprises peuvent bénéficier des mêmes droits? Et on sait que ça vient heurter ici certaines personnes lorsqu'on leur dit, par exemple, que l'entreprise a pu mettre en avant tel droit pour se défendre, en se disant, ben oui, mais les droits ont été conçus pour des personnes physiques, pas pour des personnes morales. Mais là, vous voyez, on parle de raison d'être. Et il y a d'ailleurs une très belle décision de la Cour suprême sur l'article 12, pour ceux que ça intéresse, sur les traitements cruels, qui a été rendu, où la Cour suprême a fermé l'ouverture de l'article 12 aux sociétés par action. Mais bien entendu, ça appelle aussi à réfléchir sur l'intérêt propre, parce que si vous êtes comme une personne humaine, vous avez donc un intérêt propre. Donc, ça veut dire que l'intérêt propre peut venir contre l'intérêt des actionnaires, mais contre également l'intérêt de ses parties prenantes, contre l'intérêt de ses salariés. C'est d'ailleurs des critiques qui sont émises. À trop vouloir détacher la personne morale de ses acteurs, elle est capable de venir et d'agir en contradiction avec ses acteurs. Ça a été très documenté dans le domaine salarial, où on a dit « Ah, il faut se détacher de l'intérêt des actionnaires, il faut que l'entreprise ait sa propre personne ».
Oui, mais attention, la propre personne peut aller à l'encontre des salariés eux-mêmes, finalement, rien ne l'empêche. Certains y voient une dernière ruse du capitalisme dans cette raison d'être et cette mission. Après tout, pourquoi pas? Je vous disais le risque de conformité et de managérialisation. Je trouvais juste cette expression que j'écoutais hier une conférence sur le devoir de vigilance au niveau de l'Union européenne et il y avait une représentante qui parlait de politique qui parlait de managérialisation. Et en effet, la raison et la mission, quand on y réfléchit bien, même si vous mettez une mission, sans modifier votre structure, même si vous mettez une mission, mais encore une fois, il faut respecter l'esprit de cette mission. L'esprit de la mission et de la raison d'être, c'est quelque part d'avoir un objectif ou une mission sociale, sociétale, c'est-à-dire une mission qui ne soit pas totalement financière, et pas que quand les choses vont mal ou pas que quand on en a besoin. C'est une mission que l'on assume, qui devient notre ADN. Le problème de cette conformité ou de cette managérialisation poussée à outrance, c'est que finalement, vous savez, on ne fait que cocher en disant oui, je respecte la loi, mais le modèle économique, le modèle d'affaires lui-même de l'entreprise n'est pas pour autant changé. Et c'est ça que vient peut-être changer la raison d'être ou la mission, à condition, bien entendu, de porter et de bien comprendre ces missions. Et d'ailleurs, derrière la raison d'être, vous trouvez également ça, c'est une volonté partagée. Moi, je me suis posé la question, oui, mais qui la partage? Parce qu'on voit souvent que c'est le conseil d'administration qui va définir, ou les dirigeants. Oui, mais ça prend des parties prenantes. Puis, comment est-ce qu'on va établir cette volonté partagée? Comment on va s'assurer? Puisqu'à l'heure actuelle, on voit bien, les parties prenantes ne sont pas suffisamment intégrées. D'ailleurs, il y a un très beau rapport qui a été rendu l'année dernière, le rapport 360 degrés, par la Rotman School of Management, porté par Peter Day, qui est quelqu'un de très important dans la gouvernance d'entreprise au Canada, et qui, dans ce rapport, utilise un certain nombre de fois l'idée des parties prenantes et qui renvoie à une intégration beaucoup plus poussée des parties prenantes, et où il le dit d'ailleurs, pour plusieurs thématiques touchant la gouvernance, il dit « mais le Canada est en arrière ». Le Canada traîne sur ces questions-là. Ici. Et pourtant, regardez l'extrait. Vous voyez, je faisais ma mise à jour hier du diaporama, comme toute universitaire, je le préparais la veille pour le lendemain. Mais vous voyez, regardez cet article tiré du Fortune. Regardez ce que l'on vous dit. C'est que pourtant, les investisseurs, quelque part, ils y croient, mais regardez ce que l'on dit ici. Les entreprises ne prennent pas ça sérieusement. C'est davantage un outil de communication, ça manque de substance. Il n'y a pas de mécanisme de rendre compte. Et c'est dommage, parce qu'on va voir que quelque part, les investisseurs, les financiers sont prêts à le porter. D'autres doutes, bien entendu, le purpose washing, le mission washing. Vous avez, voyé le rapport français qui a été publié il y a quelques mois, qui avait été commandé par le ministère. Vous voyez ce qu'on a constaté sur la raison d'être de la mission, souvent trop large, peu engageante, sans déclinaison dans la stratégie. Le message, c'est qu'il faut crédibiliser ici. Donc, vous voyez, ça sous-entend du rendre compte, ça sous-entend une intégration dans la stratégie. Et ça sous-entend aussi, petit détail, mais qu'on ose le mettre dans les statuts. Parce qu'on voit aussi des pratiques où des entreprises ne le mettent pas dans les statuts. Vous savez, c'est comme les rapports non financiers, le reporting extra-financier, où vous avez des rapports de développement durable. Puis là, vous dites, mais pourquoi ça ne fait pas partie du rapport annuel, après tout? Et bien là, c'est la même logique. On se dit, mais il faut le mettre dans les statuts, il faut porter ici le message. Et en plus, si vous le mettez dans les statuts, n'oubliez jamais, il y a une protection juridique. Modification uniquement avec une majorité renforcée. Ça devient vraiment le ciment de l'entreprise. Et puis, ça sera un bon moyen de rajeunir les statuts. Quand on parle de STEM, souvent, c'est un peu poussiéreux. D'autre part, la mission est difficile à définir. Quand vous regardez, par exemple, le modèle des nouvelles structures, des entreprises à mission qui se sont développées comme les Benefit Corporation américaines, chaque État américain a son propre modèle. Alors, vous me dire, oui, il y a une philosophie commune, mais il y a des études, et puis c'est intéressant, je m'intéresse beaucoup, quand on regarde comment sont définis la mission sociale ou les bénéfices publics, c'est amusant, c'est que vous avez presque autant de définitions qu'il y a d'États. Et ça, c'est dommage, parce que ça nuit à la lisibilité, sachant qu'en plus de ça, la définition doit se faire toujours avec la stratégie, ce que ne comprennent pas nécessairement les entreprises. Et en plus de ça, je rajouterai un autre doute, c'est que même si on réfléchit simplement sur la mission, même si on réfléchit uniquement sur les nouvelles structures que l'on voit apparaître, comme je vous dis, notamment le modèle américain des Benefit Corporation, mais je n'aime pas beaucoup celui-là. Moi, je préfère la Colombie-Britannique avec son modèle de 3C, de Community Interest
Company qui me semble la CCC, Community Contribution Company, effectivement, qui me semble beaucoup plus intéressant parce que beaucoup plus porteur avec des vraies règles, avec un verrouillage des actifs, avec une limitation du dividende. Mais je referme ma porte. Mais si je prends le cas américain, vous constatez que c'est peu contraignant. C'est typiquement, je fais un pas en avant, je fais 2 pas en arrière. C'est-à-dire qu'on n'a pas osé aller au bout du modèle, on s'est montré très souple. Ici, c'est une critique qui est faite au modèle américain. Alors, quelle conclusion sur la mission, la raison d'être? Est-ce que c'est intéressant pour un comportement responsable? Est-ce qu'on peut y croire? Mais je dirais qu'il faut remettre la question dans un contexte actuel. Il y a un débat sociétal sur le rôle des entreprises, sur leur place, sur leur modèle, ici, qu'il ne faut pas oublier et qui montre que la raison d'être et la mission sont sans doute des thématiques qui sont d'actualité et qu'il faut saisir maintenant. C'est également en lien avec quand même, et il faut le reconnaître, une volonté quand même d'une partie du milieu d'affaires de vouloir rendre le capitalisme plus responsable. Il ne faut pas non plus, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois qu'effectivement, sur le capitalisme, il y a quand même des réflexions aujourd'hui des milieux d'affaires pour essayer de changer les pratiques, d'assurer la pérennité ici. Sachant qu'en même temps, l'histoire montre très bien, et on ne peut pas détacher ce questionnement que nous avons aujourd'hui avec l'histoire. Or, l'histoire montre bien, et vous aviez cet extrait d'une étude très très simple, que dans un contexte historique, on a déjà eu des questionnements, c'est déjà présent ici. On ne fait que réactiver des débats. Et on le voit bien qu'aujourd'hui, on a quand même un mouvement de responsabilisation qui soit éthique. Qu'on le veuille ou pas, oui, il y a un mouvement, je crois, de responsabilisation éthique. Le mouvement est également financier. Pensez à l'investissement socialement responsable aujourd'hui, dont on n'a jamais autant parlé. Je ne sais pas si vous avez lu les actualités, mais les autorités canadiennes en valeurs mobilières, il y a quelques jours, ont publié de nouvelles recommandations pour que les intermédiaires financiers vendent réellement des produits verts. C'est-à-dire, on a commencé à encadrer davantage la pratique. Là. Vous voyez que c'est quand même un mouvement qui va dans le bon sens. L'entreprise change. Il y a une sensibilité des investisseurs. Regardez cet extrait tiré de l'article que je vous disais du Fortune. Les investisseurs, ils voient un potentiel intéressant dans le purpose. Ils sont prêts à y croire, notamment, et tout le monde le sait, regardez aujourd'hui les problèmes d'attractivité de la main-d'œuvre. Le problème de retenir aujourd'hui les salariés, de lien avec les fournisseurs, les chaînes d'approvisionnement. On n'a jamais parlé autant de chaînes d'approvisionnement responsables. Également, le lien avec les consommateurs. Toutes ces problématiques interpellent les investisseurs. Ils sont conscients aujourd'hui qu'il faut faire les choses autrement ici. Et il ne faut pas l'oublier, je crois fondamentalement que mission, raison d'être, tout cela, sont quelque part aspirationnels. C'est-à-dire que c'est sans doute pas le bout du chemin, mais en tous les cas, ça conduit vers un chemin différent. Sachant que ce chemin-là ne doit pas être nécessairement corporocentré, dans le sens où ça doit échapper au managérialisme, ça doit échapper au département de conformité. Ce n'est pas une checklist qu'on fait, c'est une véritable réflexion sur ce qu'on est en tant qu'entreprise, sur ce qu'on veut faire, sur ce qui nous identifie et ce pourquoi on existe, ce qui nous légitime. C'est toutes des questions, je crois, qui touchent la philosophie, les questions de légitimité, etc. C'est intéressant ici. Alors, je vous dirais quand même prudence, parce que raison d'être, mission sont séduisantes, mais c'est des coûts. C'est un investissement si on veut bien le faire. Il faut les définir, il faut des actions concrètes, il faut un dialogue, il faut des objectifs, il faut repenser sa stratégie, il faut l'aligner avec l'entreprise, le modèle managérial, les fonctions ressources humaines, etc. Vous voyez que la mission soulève également une vraie réflexion sur la transformation de la structure. Ou alors, vous allez simplement chercher une labellisation B Corp, qui est une labellisation privée, pourquoi pas? C'est une belle première étape, mais sans doute, à mon sens, insuffisant pour envoyer un vrai message. Prudence également, parce que vous le savez comme moi, il y a des raisons d'être réelles, mais il y a des raisons d'être de façade. Et puis, est-ce que les entreprises qui n'ont pas de raison d'être sont le diable? J'en suis pas sûre, parce que c'est bien mieux une entreprise qui n'a pas de raison d'être, mais qui fait les bonnes choses pour la responsabilité sociale que celles qui affichent des raisons d'être et qui ne le font pas. Et on le sait. Et la mission, jusqu'où faut-il aller? Est-ce qu'il faut véritablement changer la structure? Il y a des gradations ici. Est-ce qu'également, si je ne transforme pas ma structure,
Et si je suis une entreprise lucrative traditionnelle, est-ce que pour autant je suis une mauvaise entreprise? Pas nécessairement non plus ici. Sachant que la responsabilité juridique des conseils d'administration des dirigeants vient également derrière tout ça résonner. Quand on regarde le Canada, et puis pour finir, on voit que les grandes entreprises canadiennes et les institutions financières, petite recherche, commencent à définir des raisons d'être et des missions. Alors, vous verrez que parfois, malheureusement, ce sont des phrases toutes faites. Ce sont de grands principes qui peuvent paraître creux. Mais encore une fois, il ne faut peut-être pas s'attacher simplement à cette phrase. Il faut, à ce moment-là, se saisir du fait que la phrase existe pour justement, peut-être si on est actionnaire ou partie prenante, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? Comment votre stratégie est alignée avec ce que vous dites là? Maintenant, la vraie question derrière tout ça, et je crois que c'est là où nous devons tous et toutes être attentifs, que ce soit en tant qu'investisseurs, citoyens, membres de la communauté, est-ce que ça change leur gestion? Est-ce que ça change leur gouvernance? Et quel est également le comportement du marché derrière, sachant que le marché a une logique d'investisseur et pas de partie prenante. Mais vous voyez qu'on est dans une sorte ici de contradiction, c'est qu'on pousse les entreprises à aller vers les parties prenantes, mais le marché ramène la question sur les investisseurs. Mais il n'empêche qu'il faut du changement, sans doute tout de même. Sachant que, je me demande si derrière tout ça, nous sommes prêts quand même à abandonner ce que certains appellent la troisième mondialisation, c'est-à-dire cette idée que les flux financiers sont une richesse omniprésente qui dépasse même les flux du commerce. Est-ce que nous sommes prêts quelque part à modifier ces flux financiers? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner, par exemple, le trading haute fréquence ou l'intervention de fonds spéculatifs au profit de fonds plus patients? On parle aujourd'hui de capital patient. Est-ce que nous sommes prêts? Et je pose la question tout simplement parce qu'un jour, nous serons tous des retraités. Et nous avons des fonds de retraite, des caisses de retraite. Et il faut savoir que les caisses de retraite aujourd'hui sont également, comment dire, dans une certaine contradiction parce que, oui, on leur demande de plus en plus de faire aujourd'hui, vous voyez, de l'ouverture à la responsabilité sociale et d'être patient. Mais d'un autre côté, en tant que retraités, que voulons-nous? Du rendement. Mais nous sommes également quelque part responsables de cela et il faut également en avoir conscience. Alors voilà ce qui termine mon intervention, la présentation d'aujourd'hui, mon cher Patrick. Et je prendrai les questions, les réactions s'il y en a, même si on est en mode virtuel, ce sera vraiment avec un grand plaisir.